À quelques mois de l'élection présidentielle au Gabon, de nombreux changements politiques s'opèrent dans ce pays et le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, n'est pas épargné. Et justement, l'heure était aux démissions, aux exclusions. Chacun prépare ses armes pour la course à la magistrature suprême. Occasion toute faite de s'intéresser au magistère du président sortant et candidat à sa succession, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de cette émission spéciale placée sous le thème Ali Bongo Ondimba, 6 ans après. Justement, pour en parler ce soir, Armel Joimbogo, déjà qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Armel Joimbogo. Merci déjà, et les téléspectateurs sont très heureux de vous retrouver. Mais nous avons un invité spécial, c'est bien sûr Madame Clémence Meji Mboulou. Elle est le conseiller spécial du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Elle est secrétaire nationale du Parti démocratique gabonais et porte-parole. Et avec elle, nous parlerons de tout ces différents aspects en rapport avec l'élection présidentielle et les échéances électorales en général au Gabon. Deux grandes parties à retenir dans cette édition spéciale. D'une part, nous ferons un état des lieux du Parti démocratique gabonais. L'actualité politique au Gabon nous y oblige. Et d'autre part, nous dresserons le bilan du chef de l'exécutif, Ali Bongo Ondimba. Mais tout de suite, ce reportage. À Libreville, le Parti démocratique gabonais a décidé le 12 mars dernier d'investir comme candidat à l'élection présidentielle le président de leur formation politique, l'actuel chef de l'exécutif Ali Bongo Ondimba. Une investiture qui a mis fin aux primaires, sinon au débat sur les primaires dont parlaient certains cadres de ce parti, suivant ce reportage. Franc succès de ce congrès d'investiture jumelé au 48e anniversaire du Parti démocratique gabonais au regard de la forte mobilisation des militants et militantes de ce parti de masse venus de toutes les provinces du Gabon. Près de 7000 personnes ont répondu présentes à cet événement ô combien important de la vie du Parti démocratique gabonais. Le congrès et les participants ont manifesté leur indéfectible attachement, leur soutien total à leur champion et l'ont donc investi officiellement comme candidat pour l'élection présidentielle de 2016. Le Congrès, organe suprême du parti, invite l'ensemble des congressistes ici présents à se lever et à procéder par acclamation à l'investiture du distingué camarade président Ali Bongo. Le pragmatisme des réalisations initiées par Ali Bongo Ondimba a joué en sa faveur. Les hommes, femmes et les jeunes, y compris ceux des fédérations de l'étranger, tous, comme un seul homme, ont choisi la carte qui gagne, Ali Bongo Ondimba. Ils l'ont fait savoir tout au long de leurs interventions. Cet homme d'État, ce leader, ce candidat choisi par Dieu, c'est ce qu'a été et ce qu'être jeune. Au nom des femmes ici présentes, de vous exprimer à nouveau nos sentiments de vive satisfaction. Soutenons fermement, sans embâche et sans réserve, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais. Le candidat de l'heure et de la raison est là. La motion de recommandation de ce congrès, organe suprême du parti, est bel et bien claire, et cela en conformité des articles et statuts du PDG. Ali Bongo Ondimba donne rendez-vous à la présidentielle du mois d'août avec une victoire cash. Alors, nous venons tout de suite de suivre cette cérémonie d'investiture à l'occasion de cet anniversaire du Parti démocratique gabonais. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, président du Parti démocratique gabonais, a été investi candidat pour la présidentielle. Encore une fois de plus, bonsoir Madame Clémence Meji Mboulou et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Koussou. Peut-être déjà nous expliquer comment se porte actuellement le Parti démocratique gabonais à quelques mois de l'élection présidentielle. Je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir bien voulu me recevoir sur ce plateau et dire que effectivement depuis le 12 mars, le Parti démocratique gabonais a son candidat, qui est le candidat naturel. Et quand nous disons le candidat naturel, ce n'est pas juste un jeu de mots.
il est candidat naturel parce que les statuts de notre parti disent que le président du parti est le candidat du Parti démocratique gabonais à l'élection présidentielle. Donc, il ne peut y avoir de doute là-dessus. Il n'y a pas de primaire parce que vous avez dit dans votre introduction que cette investiture mettait fin à ce qu'on a pu appeler des primaires, mais il n'y a jamais eu de primaire parce que nos statuts sont clairs. Le président de la République, président du Parti démocratique gabonais, est le candidat. Maintenant, vous me demandez comment se porte le Parti démocratique gabonais et je comprends très bien ce qu'il y a derrière. Qui se serait installée, dit-on. Une crise, non. Il y a tout simplement que le Parti démocratique gabonais est un parti structuré. Nous avons des militants et la première chose que nous disons, c'est que la discipline est l'apanage du bon militant. Il s'est trouvé des camarades qui ont décidé, mais en violation flagrante des statuts qui régissent la vie du parti et de son règlement intérieur, de s'opposer à la majorité des militants du Parti démocratique gabonais. Et à ce moment-là, comme le prévoient les statuts, ces camarades qui sont aujourd'hui des anciens camarades, mais qui sont des compatriotes, ont été exclus. Et puis, il y a des camarades qui également ont démissionné. Mais cela, ça fait partie de la vie d'un parti. C'est vrai qu'ils le font aujourd'hui à quelques mois de l'élection présidentielle. Un coup dur aussi. Hein. Un coup dur. Ce n'est jamais avec plaisir qu'on laisse partir des amis, qu'on laisse partir ceux qu'on a considérés pendant longtemps comme des camarades. Nous sommes désolés que ces camarades partent, mais il faut que le parti vive et il faut que la discipline s'applique. Voilà ce qui s'est passé. Mais je puis vous assurer que le parti se porte bien, que ces départs n'ont pas mis le parti à genoux. Le parti se porte bien. Le parti est en rang de bataille, en ordre de bataille, pour mener à bien l'élection présidentielle à venir. Je puis vous l'assurer parce que c'est cela la vérité. Alors madame, je vais revenir sur l'exclusion dont vous parliez tantôt, notamment avec ces membres du Parti démocratique gabonais, Alexandre Barou-Chambrier, Michel Menga et Jonathan Igumba. Est-ce qu'on peut dire effectivement que cette sanction aujourd'hui est avérée quand on sait que ces derniers ne demandaient que le dialogue national? Ils ne demandaient pas que le dialogue national. Je vous ai dit tantôt que notre parti est structuré et donc ce parti est régi par des statuts clairs. Et entre autres choses, nous disons au PDG que la discipline est l'apanage du bon candidat. Or, il s'est trouvé que ces anciens camarades ont fait preuve d'une indiscipline caractérisée. Ils se sont opposés au statut du parti, ils se sont opposés à la bonne marche du parti. Et malgré les appels à l'ordre, malgré les différentes rencontres que les dirigeants du parti ont eues avec eux, ils n'ont pas voulu revenir et on a compris dès le départ qu'en réalité, ils nourrissaient d'autres ambitions. Et cela, nous l'avons constaté parce que dès qu'ils sont partis, qu'ils sont partis du PDG, la première chose que nous avons constatée, c'est qu'ils étaient avec ceux qui sont des opposants aujourd'hui. Ce n'est pas une génération spontanée, ça veut dire qu'alors même qu'ils étaient encore dans le Parti démocratique, ils entretenaient déjà des relations avec cette opposition. Peut-être dû aussi aux frustrations, hein, madame le Vous conseiller. parlez des frustrations, quelles frustrations? Internes aussi. Voilà, les frustrations internes, mais quand on est, écoutez, quand on est de grands garçons, quand on n'est pas d'accord, on dit non, mais on ne fait pas dans ce qu'on appelle la trahison, parce que ça ne peut pas s'appeler autrement, on ne fait pas dans ce qu'on appelle l'indiscipline caractérisée et on ne met pas en place un climat de délation et de suspicion. Le Parti démocratique gabonais a pris les sanctions
qui s'imposait. Mais après avoir épuisé toutes les autres possibilités de dialogue. Mais en réalité, nous avons compris qu'ils avaient décidé dès le départ de partir. Ils avaient décidé dès le départ de ne plus faire chemin avec le Parti démocratique gabonais tel que nous le connaissons. Alors, mais justement, il y a eu cette tendance bien affichée et affirmée, héritage et modernité. Et les tendances sont interdites au sein il y a désormais deux PDG, Madame le conseiller. Il y a désormais deux PDG. Comment ça va se passer? Il n'y a pas de PDG. Les textes sont clairs et la loi va sévir. Les textes sont clairs. De quelle manière peut-être nous édifier parce que les populations sont peut-être perdues? Tout simplement, nous disons qu'aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais est un et indivisible. Le Parti démocratique gabonais n'accepte ni les courants ni les tendances. C'est pourquoi quand un courant a voulu se lever, le Mogabo, ce courant a été interdit. Et quand un autre pseudo-courant, parce qu'en réalité, ce n'était même pas un courant, mais c'était des camarades qui avaient déjà décidé de miner le parti de l'intérieur. Quand eux aussi ils ont voulu se lever, ils ont été interdits. Et vous avez vu qu'une fois qu'ils ont été interdits, autant les camarades du Mogabo sont rentrés dans le rang, autant les camarades d'héritage et modernité ont décidé de faire bande à part. Justement, après l'exclusion de ces 3 membres du Parti démocratique gabonais, 10 autres, n'est-ce pas, ont claqué la porte du PDG. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui quand même qu'il y a péril dans la demeure du Parti démocratique gabonais? Non, il n'y a pas péril dans la demeure. Le parti n'est vraiment pas inquiété par tout ce qui se passe, Non, le parti ne peut pas être inquiété. Il y a tout simplement parce que là, au moins, les choses ont été, nous avons clarifié une situation qui, en réalité, était parce que depuis quelque temps, il y avait comme un pourrissement. Il y avait comme un pourrissement parce que le verre était dans le fruit. Maintenant, la situation est clarifiée. Nous savons que ces anciens compatriotes, ces anciens camarades qui sont des compatriotes, n'avaient plus l'intention de poursuivre le chemin avec nous. Nous leur souhaitons bon vent, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut être clair, il faut être vrai, il faut être franc. Quand on aime son pays, quand on aime son parti, on ne fait pas preuve de duplicité. On dit souvent aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que vous avez essayé de comprendre effectivement les mécanismes qui ont poussé ces derniers à agir de la sorte? Il ne s'agit pas d'abord de comprendre. Agir de la sorte, moi je dis que nous ne pratiquons pas la pensée unique au sein du Parti démocratique gabonais. Parce que le Parti démocratique gabonais est composé d'hommes et de femmes intelligents, d'hommes et de femmes qui réfléchissent. Tout comme ceux qui sont partis. Non, mais bien sûr, je parle également de ces compatriotes-là qui sont des gens valables. Parce que nous ne versons pas dans l'injure, nous ne nions pas ce qu'ils ont fait pour le parti, mais ce que nous disons, c'est qu'il n'était pas tolérable de continuer à faire avec des gens qui sciemment foulaient aux pieds les règles du Parti démocratique gabonais. Et ils annoncent justement la future ou la possible ou l'éventuelle candidature de la personne qu'ils auront désignée au sein d'Héritage et Modernité. Est-ce à croire qu'il n'y a toujours pas d'inquiétude, Madame le conseiller, là aussi en violant les statuts du Parti démocratique gabonais. Comment ça va se passer? Héritage et Modernité a annoncé avoir un futur candidat pour la présidentielle. Le Parti démocratique gabonais qui a investi le 12 mars le président du parti, Yali Bobo Nimba. Il va se passer qu'Héritage et Modernité est maintenant une formation politique à part qui n'a rien à voir aujourd'hui avec le Parti démocratique gabonais. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser les attributs du Parti démocratique gabonais. Ils le savent et tout le monde doit le savoir. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire tout simplement qu'ils veulent aller à l'affrontement. Mais on n'a pas besoin d'affrontement dans ce pays. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'unité. Et quand vous regardez dialogue, tolérance, paix, mais il y a quand même une limite à la bêtise, il y a une limite à la duplicité et aucun parti
aucune formation politique digne de ce nom ne peut accepter ce qui a voulu être imposé au Parti démocratique gabonais. L'ancien président autant pour moi, Guy Zouba Ndama de l'Assemblée nationale a démissionné du perchoir. Il a également démissionné du Parti démocratique gabonais. On peut penser aujourd'hui... Libre à lui de le faire. Comme vous étiez en train de dire... Même si nous reconnaissons que c'est un ancien, c'est quelqu'un pour qui, à titre, nous avons beaucoup de respect. Justement, parce que c'est un Gabonais et c'est un aîné. Justement, vous le disiez tantôt, on peut penser aujourd'hui, effectivement, que les choses sont claires. Mais vous savez également que c'était quand même un grand homme dans ce pays qui a drainé derrière lui des personnes, des foules immenses. Ne pensez-vous pas que là, effectivement, il part avec une bonne partie du Parti démocratique gabonais et qui va affaiblir ce parti dans les jours à venir? Écoutez, il y a quelque chose que nous avons tendance à oublier dans ce pays. Monsieur Guy Zouba Ndama est un grand homme parce que, tout simplement, il était porté aussi par le Parti démocratique gabonais. Il était président de l'Assemblée nationale en tant que militant du Parti démocratique gabonais. Il a fait toute sa carrière en s'appuyant sur le Parti démocratique gabonais. Donc il doit mais être au PDG. plus encore, voilà quelqu'un qui ne s'est pas gêné de déclarer que le pouvoir dans ce pays s'appuyait sur deux provinces. Tout le Gabon l'a entendu, la province du Haut-Ogooué et la province de l'Ogooué-Lolo, faisant à la limite des autres provinces de la portion congrue. Mais cela est quand même un peu contradictoire lorsqu'on sait que de par le passé, on l'a quand même vu passer des nuits, des jours, par exemple dans la province du Haut-Olentem, avec des gens qui ne sont pas de la même ethnie que lui. Qu'il ne faut pas oublier que M. Guy Zouba Ndama s'est appuyé sur le Parti démocratique gabonais. Et c'est le Parti démocratique gabonais qui l'a nourri, qui l'a élevé, qui a fait de lui le grand homme qu'il est aujourd'hui. Maintenant, attendons de voir. Mais je vous ai dit tout à l'heure que nous lui gardons à titre. Nous lui gardons vraiment parce que nous sommes polis au PDG, parce que nous reconnaissons que ce sont des compatriotes. Nous lui gardons notre estime et notre respect, mais nous disons que sa posture est intolérable. Sa posture n'est pas la posture d'un grand homme. C'est un exemple. Et nous allons, puisqu'on parle de Nguyen Zouba Ndama, aller suivre ce reportage. Armal Dioimbogo, quelques jours après sa démission de la Maison du peuple gabonais, Nguyen Zouba Ndama, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a affirmé qu'il démissionnait au Parti démocratique gabonais tout en annonçant sa candidature à la présidentielle, suivant ce reportage. Je présente ici ma mise à l'écart du cadre réglementaire et statutaire du Parti démocratique gabonais. Cette décision est assortie d'une autre. La déclaration solennelle de ma candidature à l'élection présidentielle. Le suspense n'aura pas duré bien longtemps. Moins d'une semaine après sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, Guy Zouba Ndama a changé la rumeur en fait. En plus de ce qu'il a quitté, le PDG qui lui a tout donné, il fera face à un Ali Bongo Ondimba qu'il avait soutenu en 2009 pour de nombreuses raisons. Le choix porté sur la personne d'Ali Bongo Ondimba s'est joué dans un inconscient collectif convaincu du fait que le fils avait été à la bonne école. Au sein du Parti démocratique gabonais, j'avais choisi, avec d'autres camarades, de privilégier la solution qui nous paraissait comme le moindre mal, dans la juste mesure où, lorsque le président Omar Bongo Ondimba a disparu brutalement le 8 juin 2009, le désarroi est total. Entre les deux hommes, la distance s'est considérablement allongée. Face à face, l'exécutif et le législatif. Le président de l'Assemblée nationale dénonçant la mauvaise gestion supposée des deniers publics et la multiplication des projets qui sont restés tous inachevés, les slogans prenant le dessus sur les actes. Alors nous venons de voir, Madame le conseiller, cette déclaration, cette annonce de candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien membre du comité permanent au sein du Parti démocratique gabonais. Une phrase m'a interpellée, le choix s'est porté sur un inconscient collectif. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Cela veut dire tout simplement que cet aîné voudrait nous faire croire que les Gabonais sont de grands enfants, qu'il n'y a eu aucune réflexion politique, qu'il n'y a eu aucune réflexion tout simplement quant au choix du candidat Ali Bongo Ondimba en 2009. Et vous pensez vraiment qu'il est responsable de faire une telle déclaration, de dire qu'en 2009, les Gabonais ont choisi Ali Bongo Ondimba parce que tout simplement, ils étaient dans la douleur. Alors, et justement, vous qui le côtoyez, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, je laisse les Gabonais. Est-ce que ces déclarations, n'est-ce pas, peuvent inquiéter sa personne aujourd'hui? Certainement pas. Certainement pas. Alors là, je puis vous assurer que le président est serein, que le président est à la tâche, comme il le fait depuis qu'il a été élu en 2009, que le président est aujourd'hui uniquement préoccupé par le mieux-être des Gabonais. On ne le dit peut-être pas assez, et ça, c'est la faute des collaborateurs que nous sommes. Il ne le montre pas parce qu'il est tellement occupé à régler les problèmes des Gabonais que, effectivement, il n'est pas dans une logique de spectacle, comme beaucoup aimeraient bien le voir. Il n'est pas dans une logique de spectacle, mais le président est à la tâche. Le président travaille pour les Gabonais, le président travaille pour son pays, et c'est cela qui est important aujourd'hui. Même s'il est candidat. Madame le conseiller, on a vu lors de la cérémonie d'investiture du candidat du Parti démocratique gabonais, le chef de l'État fait un discours, mais on voit l'intitulé « Changeons ensemble », une expression qui interpelle de nombreux Gabonais. Peut-être nous expliquer ce concept « Changeons ensemble ». Est-ce que c'est le nouveau slogan de campagne du chef de l'État? Mais qu'est-ce que cela traduit en réalité? Mais cela traduit justement aujourd'hui, parce que tout à l'heure, on a parlé de distance entre le chef de l'État et aujourd'hui ceux qui quittent le bateau PDG. Mais la problématique, elle est celle-là. Parce que pendant longtemps, les gens ont pensé que ce pays était une plantation ou une propriété. Or, ces gens mis pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, démissionnaire. Entre autres, mais beaucoup de nos compatriotes, parce que quand on déclare déjà que le pouvoir ne s'appuie pas sur l'ensemble du pays, mais sur deux provinces, cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire qu'on considère le pouvoir non comme le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, mais comme le pouvoir d'une minorité avec la majorité du peuple qui est là comme spectateur. Et ça, c'est extrêmement dangereux comme conception. Or, le chef de l'État s'est rendu compte que beaucoup de Gabonais pensaient encore pas république au sens du pouvoir du peuple, mais république au sens d'un pouvoir qui serait le leur. Et cela s'est traduit par un certain nombre de comportements détestables dans tous les domaines de la vie au Gabon. Pas seulement au niveau politique, mais également au niveau social, au niveau économique, etc. Dans les rapports que les Gabonais entretiennent les uns avec les autres. Et c'est vrai que s'il y a eu divergence entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, c'est aussi parce que le président de la République invitait entre autres les Gabonais, parmi lesquels l'ancien président de l'Assemblée nationale, a changé ensemble. Alors, changer ensemble, c'est quoi? Changer ensemble, c'est pour ça qu'il a démissionné. Changer ensemble, c'est d'abord penser et faire Gabon d'abord. Changer ensemble, c'est refuser la tribalisation de l'unité nationale. Changer ensemble, c'est refuser de penser que le Gabon, c'est la vache laitière. C'est refuser de penser qu'il faut se servir et pas servir le Gabon. Aujourd'hui, le président de la République nous invite à changer notre logiciel mental pour ceux qui n'ont pas encore compris que la survie du Gabon dépend
aussi de notre capacité à nous transformer en patriotes. C'est ce que le président de la République demande, parce que les mots que nous avons aujourd'hui viennent d'abord de ce que beaucoup n'ont pas encore compris, que l'intérêt particulier est à l'intérieur de l'intérêt général. Le changeons ensemble, c'est la seule possibilité que ce pays a d'avancer. Et depuis 2009, c'est à cet invite-là, hein, que le même chef si ce slogan n'est pas apparu depuis 2009, Madame le conseiller. Ce slogan ou ce programme de société est assez évocateur quand même. Et là, nous allons quand même vous le concéder. Mais justement, beaucoup de citoyens gabonais reprochent au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de ne l'avoir pas mis en exergue depuis le début de son mandat. Voilà. Non, vous savez... Pourquoi quelques mois pour préciser, Madame le conseiller des élections? Mais il fait. Et depuis 2009, le président a montré la voie. Le président a montré la voie. La voie, celle du changeons ensemble. Je vous prends quelques exemples. Ce serait intéressant. Je vous prends quelques exemples. Nous considérons, il y a encore quelques temps dans notre pays, seuls quelques privilégiés pouvaient obtenir des bourses pour aller au Canada ou pour aller aux États-Unis. En 2009, seuls 9000 jeunes Gabonais avaient la bourse. Aujourd'hui, nous avons 36 000 jeunes Gabonais titulaires du baccalauréat qui ont la bourse. Et on n'a plus besoin d'être le fils de, on n'a plus besoin d'être de telle ethnie, d'être de telle province, d'être de telle couleur pour avoir cette bourse-là. Donc vous voulez dire qu'il y a une redistribution équitable? Il y a une redistribution plus équitable, plus juste de ce qui est notre patrimoine commun. Je peux vous prendre un autre exemple avec la CNAM-GS. Il y a beaucoup de Gabonais qui n'avaient pas accès aux soins de santé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se soigner. Aujourd'hui, l'accès aux soins de santé est de plus en plus une réalité offerte à l'ensemble des Gabonais. Quand on voit le soin particulier que le chef de l'État et son épouse mettent à s'occuper des Gabonais économiquement faibles, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de foncièrement changé dans la façon de regarder le peuple et de s'occuper de ce peuple-là. Je vous prends ça, c'est juste quelques exemples. Mais moi qui suis de l'intérieur du pays, comme la plupart d'entre nous, mais quand je prends la route pour aller ou à Oyem ou à Mouila, je ne peux qu'être ravi des facilités qui s'offrent aujourd'hui aux Gabonais qui veulent aller à l'intérieur. Quand on voit que depuis 2009, à 2 reprises, et malgré la conjoncture économique particulièrement ardue, les Gabonais ont connu à 2 reprises une augmentation de salaire. Et là, c'est le panier de la ménagère qui reçoit un appel d'air. On ne peut pas dire que le président de la République, depuis 2009, n'a pas commencé à appliquer « Changeons ensemble » avant d'en parler aujourd'hui. Alors, donc, si on comprend bien, le chef de l'État a certainement nourri l'ensemble de ces programmes aujourd'hui et ne les a étalés que dans le temps, ce qui a été une compréhension difficile pour certaines personnes, notamment peut-être ceux qui sont partis du pouvoir. Mais pour y revenir sur la personne de M. Guy Zumba, d'abord nous avons vu beaucoup de membres du Parti démocratique gabonais quitter le bateau sans qu'il y ait un tollé. Pourquoi le départ de Guy Zumba Dama aujourd'hui fait beaucoup de remous? D'abord, le départ de Guy Zumba Dama fait beaucoup de remous parce qu'il était quand même président de l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale qui est composée dans sa presque totalité des militants, des députés issus des rangs du Parti démocratique gabonais. Et puis, pendant longtemps, il faut le dire, M. Guy Zumba Dama a été un des principaux appuis, enfin, du moins, il le montrait, un des principaux 19 ans à la tête de cette institution. Et il y a encore quelque temps, je veux dire qu'il déclarait à qui voulait l'entendre
qu'il soutiendrait le président Ali Bongo Ondimba. Et donc il a changé de... il a changé. Maintenant, moi j'ai envie de dire que c'est un être humain, que cela procède de sa volonté d'être humain, de dire qu'aujourd'hui, hier c'était bleu, aujourd'hui ce que j'ai chéri hier, est devenu détestable pour moi. Puisqu'il parle aussi de ce constat, Madame le conseiller, il parle bien de cette inconscience collective et qu'il ne voudrait plus répéter pour ne pas faire perdre les Gabonais une possibilité de changement, une possibilité de transformation véritable. Mais les Gabonais ne lui ont donné aucun mandat pour parler en leur nom et surtout dire que l'élection... Ancien président de l'Assemblée nationale, quand même, à la maison du peuple, Madame le conseiller. En parlant d'inconscient, en parlant d'inconscient, il parle d'inconscient collectif. À ce moment-là, je dis, les Gabonais ne lui ont pas donné mandat pour dire qu'en 2009, l'élection du président Ali Bongo Ondimba a reposé uniquement sur un inconscient collectif. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Donc, je ne dénie pas à M. Guizouba Ndama, qui était né, je ne dénie pas sa carrure d'homme, mais je dis également qu'il s'est beaucoup, sinon uniquement appuyé sur le pouvoir PDG pour être l'homme qu'il est aujourd'hui. On aurait donné à un autre Gabonais dans les mêmes conditions, les mêmes possibilités, que ce Gabonais serait aussi un grand homme. Ne l'oublions pas, il n'y a pas de génération spontanée. C'est quelqu'un qui a été construit, qui a eu les moyens de sa politique, ça aussi là, et ces moyens-là, ce sont les moyens de la République gabonaise. Alors pour ma part, je vais terminer avec cette histoire du président Guizouba Ndama. Justement, vous le disiez tantôt, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba aurait eu confiance, n'est-ce pas, effectivement, de sa voix qui allait certainement l'aider pour les prochaines échéances. Aujourd'hui, comme la vôtre naturellement, également, comme celle de tous les Gabonais, c'est ce que nous espérons. Aujourd'hui, il est certain que Guizouba Ndama ne lui donnera pas sa voix. Alors, est-ce que cela a pu ou pourrait occasionner, n'est-ce pas, des changements dans la vision du chef de l'État? Ah non, la vision du chef de l'État ne dépend pas des relations particulières qu'il a avec un être humain. Mais quand on a des très proches qui décident les très proches viennent pour aider. La vision du chef de l'État dépend de ce qu'il voit, de ce qu'il sent pour son pays et de l'ambition qu'il a pour ce pays. Mais dans sa vision, Guizouba Ndama était quand même inclus. Et vous le disiez aussi, c'est quand même un pion, c'était un pion important du PDG. Non, c'était un pion important au PDG. Mais ce n'est pas lui qui détermine la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État procède de ce qu'il veut faire, de l'ambition qu'il a pour ce pays. L'ambition qu'il a ce pays. Il veut faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Il veut faire du Gabon un pays où il fait de mieux en mieux vivre, où il fait bon vivre, où les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes sont heureux. Voilà sa vision. Et pour matérialiser cette vision-là, il a besoin de ressources matérielles, il a besoin de ressources financières, il a besoin d'investissements, mais il a besoin également de toutes les énergies et de toutes les ressources humaines de ce pays. Et M. Guizouba Ndama fait partie des ressources humaines de ce pays. Mais ce n'est pas parce qu'il va partir que la maison va s'écrouler. Loin de là, c'est pour ça que je vous dis que c'est un passage, c'est un épisode un peu malheureux, malsain de la vie du parti, mais cela ne remet pas fondamentalement en cause ni la vision du chef de l'État, ni la marche du parti. Le parti survivra à tous ces événements, parce que le parti est plus fort que ça, parce que le parti est constitué de l'ensemble, de la substance même du peuple gabonais, du cœur du Gabon. Le PDG, c'est d'abord le Gabon.
Justement, le président de la République a récemment aussi lancé ce programme pour l'égalité des chances qui s'appuie sur 5 piliers, la femme, l'éducation, la formation, la santé, le combat contre les privilèges. On voudrait vraiment s'apaisantir sur le combat contre les privilèges. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire que concernant ce combat, le chef de l'État est sur le bon chemin avec tous les griefs des populations actuellement? Mais vous savez, c'est normal que les populations posent des problèmes parce que un peuple n'est jamais satisfait. Et surtout quand ce peuple se rend compte que, mais tiens, on nous donne davantage que ce que nous espérions. Et depuis 2009, les Gabonais se rendent compte que le président Ali Bongo Ondimba leur donne davantage que ce qu'ils espéraient en si peu de temps. Il faut le dire. Donc c'est normal, je t'en donne et tu en demandes davantage. Ça c'est normal, c'est humain. C'est humain. Mais maintenant, ce que je vous dis... Il y a un mariage vraiment fort entre le peuple gabonais et Ali Bongo Ondimba et que effectivement ce sont les troubles faits dont on parlait tantôt qui viennent jouer... Mais ils jouent les troubles faits, voilà. Ils jouent les troubles faits. Mais ce que je veux dire, parce que vous m'avez posé une question sur l'égalité... sur le concept d'égalité des chances. Oui, mais l'égalité des chances, et le chef de l'État lui-même dit, l'égalité des chances, c'est d'abord l'inclusion. N'exclure personne, n'exclure personne, n'exclure personne, ne laisser aucun Gabonais sur le bord du chemin, mais faire attention à tout le monde, être à l'écoute de tout le monde. Et le chef de l'État est cette locomotive qui tire tous les Gabonais. C'est un travail de longue haleine parce que là, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle les grands travaux d'Hercule. Mais il faut le faire parce que notre pays ne sortira de l'ornière qu'à ces conditions-là. Il faut le faire. Le chef de l'État dit tout simplement qu'aujourd'hui, personne ne doit être exclu du fait de son genre, donc de son sexe, de sa nationalité, de sa provenance ethnique, politique de son aussi. Appartenance politique, effectivement, de son appartenance politique, Donc de son appartenance religieuse, il est vrai de son que même si on n'est pas au Parti démocratique gabonais, on peut bénéficier au même titre que les autres. Ceux on qui peut ne le dire sont pas au aujourd'hui. Parti démocratique gabonais sont d'abord et avant tout des Gabonais. Et le chef de l'État, que ce soit quand il parle de changeons ensemble ou quand il parle de l'égalité des chances, il ne dit pas autre chose que Gabon d'abord. C'est facile pour les uns de dire Gabon d'abord, mais hier, je ne sais pas si beaucoup de gens ont d'abord pensé Gabon d'abord, parce que nous avons tous le souvenir de ceux qui pensaient mon village, ma tribu, mon ethnie, ma province et parfois même tout simplement ma maison. Le président, lui, il dit c'est terminé. Et il n'a pas attendu d'être président de la République pour poser déjà les jalons de ce qui est sa vision et de ce qui représente le credo de sa vie. Alors, nous nous souviendrons qu'il y a eu des nominations qui ont étonné plus d'un, alors qu'il était ministre de la Défense nationale. Nous nous souvenons quand même qu'il y avait un fonctionnement particulier au Prytanée militaire, où les enfants de paysans passaient avant les enfants de généraux. Alors, vous parliez tantôt justement de ces points positifs réalisés par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Dites-nous un peu quels sont les véritables temps forts de son magistère. Je ne voudrais pas vous garder toute la nuit parce que, vous savez, je peux esquisser, parce que le plus important en réalité, c'est d'abord au plan social. Avec le président de la République a reconnu, et ça aussi c'est une qualité importante, l'humilité. Il a reconnu qu'il y avait un problème dans ce pays, que beaucoup de familles gabonaises vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Et le président, humblement, a dit aux Gabonais, je me suis rendu compte, c'est vrai que je me suis d'abord attelé à diversifier l'économie de ce pays. On a atteint la diversification?
Pardon? Est-ce que le Gabon a atteint la diversification de l'économie? Mais c'est un processus de longue haleine. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous pouvons avec, comment dire ça là? Oui, le projet Graines, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que nous avons anticipé sur la diversification de l'économie qu'aujourd'hui, les secousses dues à la baisse, à la chute du prix du baril ne sont pas ressentis avec autant de violence que dans d'autres pays de la sous-région, par exemple. Pour deux augmentations de salaire, malgré la chute du prix du baril du pétrole. Oui, ça, c'est un exemple qui parle. C'est un exemple qui parle. Mais j'étais en train de vous dire que le chef de l'État, effectivement, en arrivant en 2009, s'est attelé à diversifier l'économie. Avec ce que nous avons vu quand qu'il a décidé l'interdiction de l'exportation des grumes sans un premier ou sans une première ou une deuxième transformation. Mais ensuite, effectivement, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il était important de faire les deux. C'est bien de diversifier l'économie, c'est bien également d'avoir toujours des taux de croissance qui parlent en faveur du Gabon. Mais si le Gabonais moyen, le Gabonais de Malinga, le Gabonais de Popa, le Gabonais de Mivoul, le Gabonais de Mbigou ne bénéficie pas de ces retombées-là, alors le chef de l'État pense que son travail aura servi à rien du tout. C'est pour cela qu'il s'attelle depuis pratiquement 3 ans d'abord. C'est pour ça qu'il met l'accent sur tout ce qui est social, sur l'amélioration immédiate des conditions de vie. Et ça passe par des logements sociaux, Madame le conseiller. Ça passe aussi par les logements sociaux. Les populations sont pleines. Mais ça parle aussi de ces filets sociaux que nous donnons. Ça parle de l'accès, ça procède également de l'accès aux soins de santé. Ça procède de toutes ces petites choses, de tous les jours que le président fait en faveur des Gabonais, que les gens ne perçoivent toujours pas, mais qui ont une grande valeur, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les Gabonais disent merci parce que je peux me soigner, merci parce que les gens viennent jusque devant ma maison pour m'apporter mon indemnité ou bien ma pension de vieillesse, merci parce qu'aujourd'hui, là, je peux m'appuyer sur la bourse qui est donnée à mon enfant, même si personne ne me connaît. Ça, ce sont des choses importantes. Maintenant, parlons des logements, parce que c'est un domaine important. Justement. Et je peux vous en parler. Je suis celle, parce qu'en 2009, j'étais le porte-parole du candidat qui disait, et le président de la République était sincère, et il est toujours sincère, quand il disait qu'il avait son ambition, sa volonté, c'était d'offrir aux Gabonais 5 000 logements par année, logements par an. Oui, nous l'avons dit. Alors? Oui, le président de la République avait cette ambition, il a toujours cette volonté. Mais maintenant, nous sommes dans un pays qui s'appelle le Gabon. C'est notre pays, avec nos mauvaises pratiques. Et les mauvaises pratiques ont fait qu'on a pratiquement vampirisé le domaine de l'habitat dans ce pays. Expliquez-vous, Madame le conseiller, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous savez, oui, nous allons... Quand je dis vampiriser, je pèse mes mots. Ce que je vais vous dire déjà, est-ce que vous savez qu'avant 2009, il fallait 131 étapes pour accéder à un logement? 131 étapes. Est-ce normal? Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Donc, quand le président Ali Bongo Ondimba arrive, on se rend compte qu'il faut d'abord régler le problème des réservations foncières. Et le président a dû faire face, mais
aux mauvaises pratiques des Gabonais, parce que les gens étaient assis sur une mine d'or. Les gens se sont servis, les gens ont spolié les autres Gabonais. Et ces gens-là, qui sont nos compatriotes, n'avaient aucune envie que les choses changent. Mais ces gens-là, il était facile de savoir, de connaître ces gens. C'est pour ça que le président a décidé en 2011, pratiquement, de fermer tout un ministère qui est le ministère de l'Habitat. On se le rappelle encore. Il a dû parce qu'il voulait voir clair dans ce qui se passait. Malheureusement, ça prend beaucoup de temps pour reformater le logiciel humain. Ça prend beaucoup de temps pour reconstruire quelque chose qui a été déconstruit volontairement pendant des années. Nous reconnaissons, le chef de l'État lui-même est le premier à reconnaître que là, effectivement, il s'est heurté à des difficultés qu'il ne soupçonnait pas au moment où il accède à la présidence de la République. Et là, depuis quelque temps, vous voyez qu'il y a des logements qui sortent de terre. Il y a eu beaucoup de retard, mais il y a déjà des choses qui sortent de terre. Mais justement, il y a quand même eu un bémol lorsqu'on a assisté à cette distribution, n'est-ce pas, dernièrement. Par tirage au sort, il faut le préciser. Par tirage au sort. Alors, oui, là encore, dans un souci d'égalité, qui a scandalisé oui, mais lorsqu'on fait un nombre de personnes, Madame le conseiller, un tirage au sort pour des logements sociaux. Comment vous expliquez une telle situation? Tirage au sort, ce qui veut dire que de prime abord, on accepte déjà qu'il y aura une catégorie qui ne sera pas satisfaite. Tirage au sort des dossiers des économiquement faibles. On n'a pas pris des dossiers de gens de catégorie supérieure pour dire on donne à Pierre qui a déjà 2 ou 3 logements. Mais en fait, c'est un test qu'on a fait. Parce que, vous savez, dans nos pays, le soupçon n'est jamais loin. On aurait décidé qu'on donne à Clémence, qu'on donne tout de suite, qu'on aurait dit ah non, là il y a eu combine. Alors que là, en faisant des tirages au sort, on pensait qu'il n'y aurait pas de palabre. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va construire de plus en plus de logements, on n'aura pas besoin de faire un tirage au sort parce qu'il y aura des logements pour tous les Gabonais. Mais je vous dis que ce sujet est un sujet douloureux parce que le président de la République en fait également son cheval de bataille, le problème du logement social. Parce que vous pensez bien qu'il n'est pas heureux quand il sait que quand il y a, comme aujourd'hui, la pluie qu'il y a eu, il y a des Gabonais, il y a des inondations, et des Gabonais qui ne vont pas venir. Il est le plus malheureux de tous les Gabonais, parce qu'il le sait, le président, il est le plus malheureux des Gabonais, parce qu'il le sait. Mais il fallait d'abord assainir le secteur, sinon on serait retombé dans les mêmes erreurs. Alors, si vous permettez, Armel Joembogo, Madame le conseiller, le président de la République avait fait l'année dernière, il avait cédé une partie de son héritage à la jeunesse gabonaise. Vous qui êtes conseiller spécial du président en charge de ces questions, peut-être nous transmettre le message qu'il voulait donner à tous les citoyens gabonais en posant un tel acte. Que voulait-il démontrer en réalité? Non, mais c'est cela le changeons ensemble dont nous parlons. Donc, tous les riches au Gabon doivent pouvoir faire pareil que le chef de l'État, céder leur héritage pour démontrer leur amour, c'est ça? Le président n'a pas la prétention de donner des leçons de morale à qui que ce soit. Ce n'est pas sa façon de faire. Mais seulement, je disais tout à l'heure que le président, il y a eu divergence dans la conception que les uns et les autres ont de son message. De la vision de ce pays-là, et notamment du changeons ensemble et de l'égalité de chance. Le président de la République estime tout simplement que ceux qui ont doivent pouvoir céder une partie à ceux qui sont les moins nantis. Et lui, il est le premier à avoir donné cet exemple-là, en imposant à sa famille, à ses frères et sœurs, de donner une partie de leur héritage. C'est peut-être aussi cela qui a gêné quelque part
ceux qui partent aujourd'hui et qui ne sont pas prêts à emboîter le pas au président de la République. En fait, ils sont égoïstes. Ils ne peuvent pas céder une partie de leur héritage comme le président. C'est pour ça qu'ils préfèrent claquer la porte. Ils n'ont pas eu pour habitude de faire un certain nombre de sacrifices que le chef de l'État, lui, fait volontiers. Alors, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui ne se donne pas en spectacle. Mais je vous dis que parmi ceux que j'ai vus à la déclaration de M. Zouba, moi je continue à l'appeler président parce que pendant 19 ans, ça laisse des traces. Mais il y a beaucoup qui aujourd'hui ne vivent que grâce à la générosité du président de la République. Je sais que le président de la République, à la limite, m'en voudra d'avoir levé un pan de voile. Mais il faut aussi le dire, parce que les hommes sont ingrats. Parce que c'est facile de venir s'exhiber. Mais ces gens-là aimeraient que le président fasse plus, mais le président fait déjà beaucoup pour eux. Mais vous retenez les informations, Madame le Conseiller, de la même façon que les collaborateurs du président de la République sont accusés d'embrigader le chef de l'État. Vous retenez le président de la République comme s'il était votre président, alors que c'est le chef de l'État de tous les Gabonais. Qu'est-ce qu'avez-vous à répondre? Voilà. Les populations s'en plaignent, vous embrigadez le chef de l'État. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que la critique, elle est facile. Je tiens à préciser que vous êtes d'ailleurs vous-même très cité dans cette liste, hein, Madame le Conseiller. Nous sommes désolés de vous le dire sur ce plateau. Oui, ça veut dire que oui, parce que les gens, je sais, les gens m'accuseraient d'être très écoutés du président de la République et de ne pas l'amener suffisamment sur la place publique. Je voudrais tout simplement dire qu'effectivement, avec notre regretté père Omar Bongo Ondimba, c'était un autre style de pouvoir. Et en 2009, c'était notre style de pouvoir. Il faut que les gens l'acceptent. Le chef de l'État ne peut être retenu prisonnier. Et malheur à qui voudrait le retenir prisonnier. Parce qu'il a été élu par les Gabonais. Il a été élu par les Gabonais, mais je prends acte de ce que vous venez de dire, parce que vous parlez, pas pour vous, mais vous parlez de la part de beaucoup de gens qui le disent. Je prends acte du fait que je suis citée comme malheureusement, Madame le Conseiller, nous sommes obligés de vous le dire. Qui est la sœur aînée et qui pourrait faire davantage pour que le président soit plus en lien physique avec les Gabonais. Je transmettrai fidèlement au président de la République, mais le président de la République, il est le chef de l'État et personne ne peut se permettre de le tenir prisonnier, encore moins de le retenir. Nous allons terminer avec cette question de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a toujours cette problématique de l'UEB. Voilà, on observe des casses ici et là. Doit-on toujours arriver à cette situation? Et il y a aussi la situation de la jeunesse au sein des réseaux sociaux. Comment expliquer effectivement cette crise, ces deux crises, ces deux pans de crise? Vous qui êtes quand même le conseiller spécial, en charge de ces questions. En charge de la jeunesse, oui. Non, je vous dis, on ne devrait pas. Et on ne devrait pas. Et c'est quelque chose qui hérisse le chef de l'État. On ne devrait pas. Parce que pendant que les enfants sont en grève, les autres dans d'autres pays font des études. Or, nous avons besoin d'une jeunesse formée. Nous avons besoin d'une jeunesse responsable. Nous avons besoin d'une jeunesse éduquée. Et là également, c'est un domaine dans lequel le chef de l'État a un regard particulièrement aigu. Mais il faut dire aussi que la jeunesse, surtout à l'université, est devenue extrêmement politisée. On utilise cette jeunesse-là pour des bases besoins. Ça date pas d'aujourd'hui. Non, 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 mais politisé, si c'est politisé dans le bon sens, oui, mais on les utilise comme je veux dire, on les utilise comme de la chair à canon. Comme de la... Bon, mais là, il faut... C'est toute proportion gardée pour exécuter de basses œuvres. On les utilise, on les manipule même à dessein. Et ce n'est pas le rôle de la jeunesse. Quand on est jeune, on doit se former, on doit être formé, on doit être éduqué et laisser la politique politicienne
à ceux qui ont déjà été formés. Maintenant, vous me parlez également des jeunes, mais c'est la même chose dans les réseaux sociaux. C'est la même chose parce qu'on utilise les jeunes pour dire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est dommage parce qu'il s'agit quand même des futurs dirigeants de notre pays. Mais maintenant, les jeunes doivent comprendre où est leur intérêt. Leur intérêt aujourd'hui, c'est de faire de bonnes études. Parce qu'avec ces programmes pour l'égalité des chances et le changeons ensemble, seuls les meilleurs seront dans les rangs. Et on ne pourra plus dire je suis le fils de, on ne pourra plus dire je suis de telle ethnie, je suis de telle tribu. Oui, pendant quelque temps j'étais dans telle mutuelle, mais on dira qu'est-ce que vous avez comme diplôme, qu'est-ce que vous avez fait de vos années d'études. Ce sont les questions à retenir, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale. Il y a beaucoup à dire. On aurait envie de retenir Madame le conseiller spécial du président, mais nous devons clore cette émission. Donc c'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous, Madame Clémence Mezu-Memboulou, conseiller spécial du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous sommes à votre discussion, nous mettons à votre disposition chaque fois que cela sera utile pour venir parler parce qu'il y a des choses importantes à dire et pour éviter que la rumeur qui tue, la rumeur qui n'apporte rien, que ce soit cette rumeur-là qui s'installe dans nos quartiers, qui s'installe dans nos maisons. Merci Madame le conseiller. Le Gabon vaut mieux que cela. Merci. Merci Armel Joembogo. Nous devons clore cette émission. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique. Bonsoir.